Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la transition écologique de Sciences Po Toulouse en partenariat avec Notre Affaire à tous. Cette année, Notre Affaire à tous fête ses 10 ans d'activité. 10 ans que cette association utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale, climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Nous vous proposons aujourd'hui de discuter autour du thème de la précarité alimentaire dans un contexte de changement climatique. En effet, l'inflation qui touche des milliers de produits de consommation français depuis 2022 est un bon révélateur des inégalités sociales. Si le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, estimait en 2022 que 16% de la population française ne mangeait pas à sa faim, cette situation ne semble pas tendre vers une amélioration. Et en tant qu'élèves et citoyennes impliquées dans la transition écologique, on s'est demandé quelles pouvaient être les conséquences du changement climatique sur une précarité alimentaire déjà élevée. Pour comprendre les enjeux sociaux, culturels et environnementaux, nous vous proposons d'écouter Magali Ramel, docteur en droit public, spécialisée dans la question du droit à l'alimentation et de la précarité alimentaire par l'approche des droits humains, et Jonathan Kirchner, ingénieur agronome de formation et spécialisé en ingénierie du développement territorial. Il est désormais éleveur ovin en agroécologie à Fontenilles et fait partie de la Confédération paysanne. Bonne écoute. Pour lancer cette discussion, nous avons tout d'abord tendu le micro à nos invités. Nous leur avons posé une question simple, mais ô combien cruciale. Qu'est-ce que la précarité alimentaire ? Et au-delà de cette définition, quels sont, d'après leurs expériences, les enjeux fondamentaux à considérer lorsque l'on aborde ce défi de société. Écoutons leurs éclairages. La précarité alimentaire, moi je la définirais comme la non-capacité à avoir accès à une alimentation qui permet d'être en bonne santé. Voilà. Donc, après il faut déconstruire chacune des étapes, mais la non-accessibilité, c'est qu'elle soit logistique ou financière, parfois culturelle même. Parce que, comme je disais tout à l'heure, consommer plus de légumineuses, donc de protéines végétales que de protéines animales, c'est même pas que la production n'est pas suffisante, parce qu'il y a des gens qui s'étaient lancés dans la production. Il y a une coopérative qui n'est pas très loin d'ici qui s'appelle Calisol, qui avait beaucoup diffusé les variétés, les itinéraires techniques, etc. Et puis en fait au bout d'un moment ils ont freiné parce qu'il n'y avait pas de marché, quoi. Parce qu'il n'y a pas de consommation, parce que c'est pas dans nos habitudes suffisamment, dans notre culture, de consommer des protéines, enfin des légumineuses, donc ils ont freiné. Donc ça peut être culturel aussi, le frein. Et puis d'une alimentation qui va nous permettre d'être en bonne santé, et donc que ça soit une question d'équilibre alimentaire, que ça soit des produits qui soient le moins transformés possible, parce que qui dit transformation dit déjà augmentation de valeur souvent, et puis dégradation de la qualité nutritionnelle des aliments. Donc et puis dans la culture il y a la consommation et la façon de consommer. Voilà, je le décrirais comme ça, la précarité alimentaire. Parce que ça peut être, c'est pas qu'une question économique. Il peut y avoir des gens qui, de par leur éducation, en fait, ont une alimentation qui les rend malades, alors qu'ils ont les moyens ils pourraient avoir les moyens de se payer une alimentation qui ferait en sorte qu'ils soient en bonne santé, mais ils n'ont pas cette culture, et donc ils sont malades de leur alimentation, alors qu'ils ont les moyens. Et donc je pense que c'est autant des gens précaires au vu de l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur santé, sur... On parlait de l'été tout à l'heure, avec la sécheresse. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur une culture, sur votre élevage ? Est-ce qu'il n'y a que la sécheresse ? Ah non, il n'y a pas que la sécheresse, il y a un peu tous les éléments du changement climatique. En effet, ça impacte... Alors, je vais vous parler des ovins et des productions végétales que je maîtrise, parce que le maraîchage, je maîtrise moins. Mais en gros, les effets principaux, j'ai toujours vécu ici, hein. Mon père s'est installé en 83,
Et donc j'ai grandi dans cette ferme, donc j'ai ce recul de 38 ans de témoignage, on va dire. Il y a une augmentation du nombre de jours où il y a du vent et de la force du vent également, qui est notable. Ici on a le vent d'est, donc qui est le vent d'automne, et puis le vent d'ouest qui est plutôt un vent de mi-saison ou d'hiver qui rapporte plutôt de l'humidité de l'océan et de la pluie. Il y a pas trop de diminution en quantité de pluie, mais plus une concentration des précipitations sur des épisodes orageux plus violents et beaucoup plus localisés. D'ailleurs, la météo n'arrive plus maintenant à prévoir où est-ce qu'il va pleuvoir exactement, donc il prévoit de la pluie, puis en fait au bout, on a 10 jours de visibilité plus ou moins avec les applications maintenant, mais tous les jours presque ça va changer. Des fois il prévoit 30 mm et puis le jour même il n'y a plus rien du tout. Mais en fait c'est parce qu'il pleut 30 mm à 10 km, Saint-Lys, le village à côté, ils prennent 30 mm et ici on a 3 gouttes ou rien du tout même. Et en fait il y a une hyperlocalisation des précipitations. Et puis l'autre élément c'est la température. Donc, en effet une hausse globale de la température et puis une augmentation du nombre de jours avec les températures très chaudes et les nuits très chaudes. Donc une température qui ne baisse pas. J'ai pas la sensation, et ça doit être dû au fait que les précipitations n'ont pas changé en quantité, que l'humidex, donc le mélange entre la température et l'humidité de l'air qui fait que ça devient insupportable physiquement, est beaucoup évolué. Je me souviens déjà quand j'étais adolescent ou autre qu'il y avait des jours qui étaient quand même très chauds, mais quand c'est très chaud c'est plutôt très sec. Et c'est pas un chaud humide, donc c'est toujours supportable. Est-ce que vous pouvez produire toujours autant ? Très bonne question. Alors l'avantage que j'ai, c'est que au niveau production animale, la majeure partie des animaux ne sont pas présents, puisque les brebis sont en transhumance. Alors il reste toujours des agneaux qui en général sont dans les bâtiments pour se protéger. Et au niveau production végétale, on a peut-être eu un décalage de certaines dates de semis, parce que les périodes praticables des champs ont un peu bougé. En fonction on peut passer certaines années très vite d'un sol très sec et très dur à cause de la sécheresse, du coup qui n'est pas praticable pour les outils qui doivent travailler la surface du sol pour que ce soit semable, à une période où il y a eu trop de pluie, donc c'est trop humide, et donc le sol n'est plus suffisamment portant pour que les tracteurs puissent passer, et donc rater des périodes de semis. Voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois. Après c'est pas que à nous, mais à l'ensemble des voisins. Alors le fait qu'on soit sur des couvertures de sol permanents, et en général les semis de céréales on les fait derrière des prairies qui ont 5 ou 6 ans, entre 4, 5 ou 6 ans, ça fait qu'elles sont généralement plus praticables, et le taux de matière organique fait que des fois le voisin qui nous fait le travaux des champs peut venir travailler chez nous alors qu'il ne peut pas travailler chez lui ou chez les voisins à lui, parce que comme c'est des sols qui sont travaillés régulièrement, a priori tous les ans, voilà, c'est pas praticable, alors que chez nous ça l'est. Et au niveau décalage, alors j'aurais du mal à me rappeler quelle était la gestion, parce que peut-être je ne m'y intéressais pas assez, de mon père avant. Moi je sais que à partir du moment où la température dépasse les 32-33 degrés pendant la journée, le soleil est trop fort et les animaux se couchent et attendent que la température soit plus acceptable. Et donc j'inverse mes journées de pâturage, au lieu de les sortir le matin pour qu'elles pâturent dans les champs et les rentrer le soir, de façon à ce qu'elles aient accès à l'eau dans les bâtiments. En fait, je les garde dans le bâtiment la journée et je les sors le soir et elles pâturent la nuit, de façon à ce qu'elles soient dans les champs, enfin dans les prairies, sur des périodes où elles peuvent manger tranquillement. Donc voilà, je m'adapte comme ça. Et il fait pas trop chaud dans le... Alors il fait chaud dans le bâtiment, mais il ferait encore plus chaud au soleil qu'à l'ombre. Okay. Après, les endroits où il fera moins chaud à l'avenir, ce sera
soit dans les bois, soit dans l'agroforesterie. Mais pour l'instant, la première parcelle a 6 ans, la deuxième parcelle a 1 an. Donc les arbres ne sont pas suffisamment développés pour qu'il y ait assez d'ombre pour que ça fasse baisser la température. Mais en effet, on dit qu'en général, sous un arbre, il fait, je sais plus, il y a entre 15 et 20 degrés de moins qu'en plein soleil, quelque chose comme ça. Alors qu'à l'ombre d'un bâtiment, on va baisser que de entre 5 et 10 degrés. Donc, je ne sais plus exactement si c'est ça les ordres de grandeur, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et du coup, cette agroforesterie, c'était en prévention un peu de ce risque de chaleur élevée ou c'était pour d'autres... Non, c'était pour d'autres raisons. On va dire, ça fait partie des éléments d'offrir des pâturages avec de l'ombre et puis d'apporter de l'ombre pour diminuer la pression du soleil et donc de la chaleur sur les sols parce que ça détruit les sols quand il y a du soleil qui tombe sur un sol nu, ça détruit le sol, ça tue la vie, donc à partir du moment où il n'y a plus de vie, c'est-à-dire que la fertilité du sol s'érode également. Il n'y a pas que l'érosion par la pluie, on a tendance à penser à l'érosion quand il pleut beaucoup, on voit les images des fossés qui sont marrons parce qu'il y a toutes les argiles et les limons fins, donc ce qui fait la fertilité du sol qui s'en va, mais en fait il y a aussi l'érosion par le vent sur sol nu et l'érosion par le soleil qui tue la vie biologique. Et donc ça fait, les arbres permettent à la fois de protéger de ces 3 érosions, protéger de la pluie trop forte et grâce aux réseaux racinaires et également aux symbioses avec les champignons qu'il y a, donc les mycorhizes dans le volume racinaire qui multiplie les surfaces de contact, donc permet de capter un maximum d'eau et de créer un phénomène d'éponge dans le sol. Donc ça c'est sur l'eau, sur le soleil, donc ça protège à la fois avec l'ombre mais aussi avec les feuilles, les branches et les fruits qui peuvent tomber au sol. Et puis il y a l'amélioration de la fertilité, ça réduit le vent, donc sur le 3e effet d'érosion. Le fait d'avoir des arbres, ça crée des micro-turbulences qui réduisent le vent. Et puis ça apporte de la matière organique qui va nourrir le sol. Donc qui va nourrir les champignons de façon à ce qu'il puisse y avoir un maximum d'échanges ensuite avec le milieu à la fois aérien et le milieu de la terre et puis les autres plantes qui sont sur le couvert végétal. Voilà, certains éléments des raisons pour lesquelles il y a ça. On a quand même une certaine part de fruitier, donc il y a aussi une visée de production de fruits à terme, entre 5 et 10 ans. Il y a aussi, donc j'ai parlé des effets sur le vent, ce sont pratiquement que des essences mellifères, donc ça fait des sources de nourriture pour les insectes pollinisateurs, et donc ça nourrit la biodiversité par voie de conséquence. Voilà, après quand je me retrouve dans des commissions départementales et que je parle de la place des arbres, de la biodiversité et autres, on me prend encore pour un farfelu. Et quand je parle de transition du modèle agricole, c'est inaudible pour certains, encore pour beaucoup. Donc pas de. Voilà. Malheureusement, c'est ce que je vous disais sur le fait que d'une part, les mentalités ne sont pas prêtes de changer, ni pour les consommateurs, ni pour les pouvoirs publics, ni pour les agriculteurs, parce qu'ils ont été formés comme ça, que parfois ils sont issus de générations qui ont toujours travaillé comme ça, donc ils ne sont pas prêts de changer. Donc il y a une forte résistance. Mais aussi, il y a des... J'ai un peu perdu mon propos. Certains ont aussi des résistances parce qu'ils sont pris dans un engrenage d'investissement qui impose de la rentabilité, qui impose des échelles d'exploitation, qui en fait une machine à broyer de l'humain, d'où entre autres le taux de suicide et la disparition des paysans continue. Mais certains sont pris dans un modèle ou un système, on peut dire, dans lequel ils ne voient pas la sortie et donc ils ne sont pas prêts à écouter autre chose, d'autres possibilités. Justement, par rapport à ça, vous êtes engagé dans une démarche bio et locale. Est-ce que vous pensez que cette façon de s'alimenter, elle est accessible à tous et est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde avec cette façon de faire ? Alors largement.
Largement. Déjà, moi je suis producteur bio, mais je vends mon agneau moins cher que au Carrefour du coin. Alors je parle pas de l'agneau néo-zélandais, qui arrive par container entier congelé à des coûts ridicules. Voilà, je parle pas de celui-là. Notamment via des accords de libre-échange qui ont été renouvelés l'an dernier sans aucune contrepartie d'ailleurs, entre la France et la Nouvelle-Zélande. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Mais je suis moins cher que n'importe quel autre agneau qui n'est pas bio du tout. À la limite, parfois labellisé agneau des Pyrénées, c'est-à-dire qu'il a été produit dans la zone, mais qui est vraiment très très vaste. Mais je pense qu'il y a le poids de toute l'infrastructure de la marque, quel que soit Carrefour, Leclerc ou autre, mais le modèle grande surface, on trouve des kilos de côtelettes ou de gigot à 24 €, alors que moi je le vends à 15,50 €. Voilà. Donc ça fait quand même une sacrée marge. Et je suis bio. Donc c'est pas la question de l'accessibilité, elle est aussi à regarder sur la façon dont la chaîne de valeur est construite et quelle est la structure de prix, quand on sait que les grandes surfaces, ça a été dénoncé qu'ils faisaient 150% de marge sur les produits bio. Voilà, il faut chercher un peu qui fait de la marge et qui bénéficie du système. Donc sur la stigmatisation, comme vous disiez, moi je ressens absolument plus ce poids-là pour l'instant. Et puis la question, est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde en produisant bio? Il y a différents, alors je n'ai plus malheureusement les références en tête, mais il y a pas mal de rapports et qui ont déjà maintenant 3 ou 4 ans, qui ont largement montré qu'on pourrait nourrir toute la planète en produisant bio ou avec des modèles agroécologiques. Déjà 90% de l'agriculture est vivrière sur la planète, donc c'est ce volume de personnes qui ne seraient pas à nourrir parce qu'ils produisent pour leur survie. Et après, quand on regarde les chiffres du modèle, et c'est ça qui est intéressant dans le modèle After, c'est que ces chiffres sont synthétisés, et quand on les met les uns à côté des autres, c'est quand même très questionnant. Déjà, il y a 40% de gâchis alimentaires. Donc ça veut dire qu'on pourrait produire 40% de moins pour nourrir autant. Donc c'est pas une question de production, c'est plus une question de répartition, d'accessibilité. Donc accessibilité, c'est à la fois logistique et financier, c'est pas que juste des questions de logistique. Et on sait qu'il y a 75% des surfaces au niveau mondial qui sont destinées à l'élevage, que ce soit des prairies ou de la production de céréales ou de protéagineux pour alimenter le bétail. Or, on sait qu'on surconsomme de la viande, et notamment de la viande rouge, la viande de bœuf étant celle qui consomme le plus, et en eau et en végétaux, donc les protéines végétales nécessaires d'investir pour produire 1 kg, enfin l'équivalent de protéines animales est énorme. Et comme on surconsomme, ça veut dire que si on baissait notre consommation de viande, mais du coup qu'on la produirait mieux, et éventuellement elle serait du coup mieux rémunérée, parce que les gens pourraient concentrer leur capital sur un meilleur produit, puisqu'ils en consommeraient moins en quantité, et du coup ça dégagerait des surfaces énormes pour pouvoir faire autre chose, et notamment des protéines végétales qui sont peut-être pas... Enfin, on peut trouver des itinéraires techniques, des variétés, des façons de produire, de façon à en produire partout. Et elles sont, comme elles sont en sec, elles sont stockables facilement. C'est facile de décaler la consommation dans le temps, ce qui n'est pas aussi facile avec les protéines animales, puisqu'elles sont vivantes sur pied, et il faut les tuer pour les consommer. Et puis au niveau santé, donc si on fait le lien, on sait aujourd'hui que c'est bien meilleur également pour la santé de baisser la consommation de viande et d'avoir une transition vers un modèle avec plus de protéines végétales. Voilà, donc on pourrait largement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire ou penser, nourrir toute la planète, même baisser la pression sur l'écosystème, tout en baissant la pression sur l'écosystème, on va dire. Et du coup, est-ce que ce bio aussi permettrait de faire vivre les agriculteurs? Est-ce que le prix est juste, vous disiez que vous vendiez moins cher votre viande, est-ce que pour vous le prix est juste Alors pour moi le prix est juste parce que c'est moi qui le choisis, donc c'est juste. Après il faut évidemment trouver le bon équilibre entre rentabiliser mon outil de production et avoir un prix acceptable pour les consommateurs. Je sais que je vais pas mettre mon agneau à 20 € le kilo, je vais perdre
une grande partie de mes consommateurs, quoi. Donc il faut que je trouve cette balance-là. La Confédération paysanne, elle s'intéresse à ces sujets de précarité alimentaire? Oui, tout à fait. Ça fait partie de leurs revendications, une alimentation de qualité pour tous. Je pense d'ailleurs qu'elle est partenaire soit directement par le syndicat, soit à travers le syndicat citoyen qui est affilié, qui est les Amis de la Confédération paysanne. Ils sont impliqués dans certaines expérimentations sur les sécurités sociales alimentaires. Et après, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas assez dans ce réseau-là au niveau national, mais j'imagine qu'ils le sont également. Jusqu'à ce qu'il y ait l'approche par les droits humains, jusqu'aux années 80, la faim, on la comprenait par la disponibilité. Et donc, d'où la révolution verte, c'était produire plus dans le monde pour pouvoir nourrir tout le monde. Et donc, uniquement sur le volume de nourriture qu'on va produire. Et la révolution un peu qu'il y a eu sur le plan conceptuel avec les travaux d'Amartya Sen, ça a été de montrer que c'était insuffisant, mais que pour pouvoir justement lutter contre la faim, il fallait aussi voir les capacités des personnes pour accéder à cette nourriture une fois qu'elle est disponible et produite. Et que pour accéder, quand on mettait cet angle sur les accès à l'alimentation, à ce moment-là, on n'est plus à travailler sur les dimensions agronomiques, sur les dimensions nutritionnelles de la qualité du produit qui va être alimentaire, qui est disponible et qui est produit pour pouvoir voir si on a assez pour nourrir toute la planète. On arrive sur, une fois que ces stocks, que cette nourriture est disponible au plus près des ménages, concrètement, une fois que cette nourriture est disponible, que les stocks sont disponibles, comment les ménages ont accès à cette nourriture et comment les ménages ont les capacités d'accès à cette nourriture. Mais c'est qu'une fois qu'on rentre par l'angle des capacités d'accès, qu'on rentre dans l'analyse des inégalités, qu'on a dans le genre de politique sociale, dans tout le champ aussi de comment sont orientés les différents droits et politiques publiques des systèmes alimentaires pour s'assurer qu'ils vont concourir à cet objectif. Et c'est à partir de là, à partir des années 80, que la logique des droits humains a commencé à être développée pour penser ces enjeux d'accès à l'alimentation et de lutte contre la faim. Ce que j'ai travaillé, c'est que quand bien même on a géré sur ce mode sur ces enjeux, et c'est sûr, on est d'accord qu'il y a un enjeu extrêmement fort sur le mode de production et l'évolution, et j'y viendrai après sur tout ce qui est évolution des habitudes alimentaires aussi. Il y a un enjeu fort là-dessus. Moi, ce que j'ai en circonstanciant, je ne sais pas si c'est très français, mais en resserrant mon analyse sur la France, c'était aussi le but de me dire, je travaille sur une situation où aujourd'hui, on sait que ce n'est pas des enjeux importants. Donc, ça veut dire aussi que quand bien même on a géré, où on verrait ces causes, on a géré sur les causes, ce n'est pas suffisant. Il y a des enjeux propres aux inégalités et à la précarité alimentaire qu'on ne va pas traiter si on ne se pense que comme ça. Je pense vraiment que le fait de travailler en France, c'est intéressant parce que justement, il y a plein de variables qui, au niveau des instances internationales, sont mis comme des variables qui sont problématiques pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, tant sur la production que sur l'alimentation. En France, on est censé on peut faire toutes les critiques qu'on veut sur le système de protection sociale. On est d'accord qu'il y a un enjeu de tricotage, mais c'est quand même le meilleur dans le monde aujourd'hui. On a un mode de production, des circuits d'approvisionnement qui fonctionnent, donc on n'a pas de problème de tout ce qui peut être travaillé au niveau des pays du Sud. On a de la nourriture en quantité suffisante et tout ce qu'on gaspille permet largement de la tester. Voilà. Donc en fait, on est dans un référentiel où tous les enjeux qu'on peut retrouver comme des enjeux à risque dans les rapports internationaux sont globalement bien. Et pour autant, on a des situations de précarité alimentaire qui sont en train d'exploser. Donc, ça montre bien qu'il y a d'autres facteurs et que quand bien même on résoudrait tous les problèmes qui sont majeurs, il nous reste encore des enjeux. Et c'est là qu'on peut aussi encore, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer ma thèse, c'est en faisant ça qu'on peut montrer qu'en fait, il y a une vraie plus-value par l'approche des droits humains. Et cette approche par l'accessibilité. Les comportements alimentaires qui seraient, vous voyez, quand on va pouvoir critiquer des marginalisations de la société, ou je ne sais pas quoi, on va cibler les comportements alimentaires des plus pauvres aussi. Et on retrouve quand même dans beaucoup de programmes de lutte contre la précarité alimentaire ou d'aide alimentaire, des programmes d'ateliers cuisine, des programmes de gestion du budget aussi, des programmes ciblés vers les plus pauvres pour une évolution, encore une fois en disant que c'est des publics à risque.
Et quand on fait ça, en fait, on risque vraiment par l'alimentation durable, de faire des logiques de contrôle social extrêmement fortes, des logiques de discrimination extrêmement fortes, des logiques de colporter des préjugés sociétaux comme quoi si les plus pauvres seraient comme ça, c'est parce qu'ils ne connaîtraient pas, ils ne sauraient pas se nourrir, ils ne sauraient pas cuisiner, ils ne sauraient pas, vous voyez, toutes ces logiques-là. Maintenant que nos invités ont dressé ces constats, il est nécessaire de replacer la précarité alimentaire dans un contexte juridique. Car en effet, la précarité alimentaire s'inscrit dans un droit reconnu, mais lacunaire dans son application, qui est le droit à l'alimentation. Selon Magali Ramel, il est primordial de renforcer ce droit. Elle propose également de nouveaux outils juridiques. Globalement, sur le droit à l'alimentation, ça a été le constat initial, c'est un droit reconnu, protégé au niveau international, reconnu et mis en œuvre au niveau international, et qui aujourd'hui ne fait pas partie du référentiel du droit en France, ne fait pas partie non plus dans aucun pays européen, dans aucun pays développé. Donc en fait, c'est un droit aussi qui, dans sa mise en œuvre, a été pensé vers les pays du Sud, pour lutter, parce que préjugé de la faim, c'est dans les pays les plus pauvres, et chez nous, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est là aussi qu'il y a plein, et quand j'ai beaucoup travaillé sur comment on comprend les enjeux pour ensuite arriver sur le plan du droit. Et là, on a plein de biais, en fait, de compréhension sur l'objet alimentaire, qui paraît pour tout le monde assez simple. Quand on parle d'alimentation, même lutte contre la précarité alimentaire, il y en a plein qui ont qui croient avoir beaucoup de bonnes solutions. C'est un peu des préjugés qu'on retrouve énormément quand je dis que je travaille sur mes sujets, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais quand on voit les caddies, quand on voit ce qu'ils mettent les gens sur les caisses, c'est n'importe quoi. » Vous voyez, cette espèce de gros préjugés sociétaux qui feraient qu'on verrait des solutions très simples en fait, à mettre en œuvre, alors que l'objet est éminemment complexe, que les pans des droits et politiques publiques qui sont concernés sont éminemment complexes, que l'articulation des échelles entre le très très local jusqu'à l'international, les règles de l'OMC, c'est comment on dit ? Bon, bref, c'est pas un casse-tête. On sait que c'est extrêmement complexe et c'est pêle-mêle. Et il y avait assez peu de travaux, ça commence à bouger, qui permettent de comprendre ça aussi. Mais voilà, donc sur le côté au niveau du droit non reconnu en France. Ce que j'ai essayé de montrer, c'était en mettant moi, je travaille par la précarité alimentaire, et mes constats initiaux, c'est-à-dire c'est un droit non reconnu. Pourtant, j'avais fait des études plutôt sociaux avec ATD Quart Monde auprès de personnes en grande précarité qui parlaient de perte de dignité, de tous les ressentis de préjugés sociétaux sur leur alimentation, la difficulté vraiment d'avoir une place au sein de la société, de faire des projets à cause de cette alimentation. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude, c'est se nourrir lorsqu'on est pauvre, que j'avais faite avec ATD. Et donc, en fait, ça décrivait autant d'attentes au droit à l'alimentation. Parce qu'il y a définition du droit à l'alimentation, c'est pas être à l'abri de la faim, c'est bien se nourrir dignement et accéder dignement à cette alimentation. Il y a un droit qui n'est pas protégé, pour autant son objet ne semble pas être concrétisé en France. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme plus-value si on reconnaissait ce droit en France par rapport à ce qu'on a actuellement, des objectifs politiques qui, globalement, vont dans le sens du droit à l'alimentation. Quand on lit l'article du L1 du Code rural, tous les grands objectifs de développement durable, d'accès de tous à l'alimentation, on les retrouve, mais ce sont des objectifs politiques, ce n'est pas contraignant. On a aussi des politiques connexes, toute la protection sociale, etc., qui en soi vont toucher à l'objet de l'alimentation, et tout ce qui est mis en œuvre par les associations, donc l'approche plutôt caritative, plutôt que l'approche par les droits. Donc c'est ça l'objet de ma thèse, c'est de me dire c'est quoi la plus-value de se fonder sur ce droit à l'alimentation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en France. Toute la démonstration, je l'ai faite sur comment on comprend cet enjeu de l'accès à l'alimentation. Et j'ai un peu le concept que j'ai développé pour ma thèse pour arriver sur le droit, c'est l'enjeu de la gastronomie de la faim. C'est pas moi l'expression, mais par contre de le développer dans le sens, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'adosser les enjeux de la gastronomie. Donc en fait, surtout quand on pense à la faim, ne pas réduire à juste un enjeu de remplir un ventre, ou un enjeu qui serait juste de voir une assiette et de se dire est-ce qu'elle est équilibrée sur le plan nutritionnel et sur le plan sanitaire et sur le plan écologique. Donc, quantité, qualité de l'alimentation, en disant que ce n'est jamais ça pour personne. C'est toujours un enjeu qui est identitaire, c'est toujours un acte social, c'est toujours un acte qui s'insère dans un écosystème extrêmement complexe d'un système alimentaire et donc d'une société qui organise un système alimentaire pour pouvoir accéder à ça.
Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que c'est quand on fait ça, on arrive à montrer qu'il y a des atteintes aux droits des personnes dans les conditions d'accès à l'alimentation qu'on ne voit pas si on restreint l'enjeu à l'urgence ou à un enjeu quantité-qualité. Et que quand on élargit comme ça avec l'approche gastronomique, on arrive sur toutes les dimensions politiques des systèmes alimentaires, l'espace social, l'espace politique alimentaire. Et c'est là aussi qu'on peut montrer qu'on a besoin d'agir dans le droit et d'orienter les droits et les politiques publiques pour pouvoir concourir à cet objectif. Le cadre des droits humains était le cadre qui permettait en fait d'avoir à la fois un fondement, parce que tous les objectifs de durabilité, de respect des droits des personnes dans l'ensemble des systèmes alimentaires, de partir des plus vulnérables, de faire en sorte aussi, que, quand on parle de droit à l'alimentation, c'est des objectifs et des principes, mais c'est aussi une façon de faire. En engageant la responsabilité des États et des pouvoirs publics et en mettant en œuvre les principes des droits humains, de transparence, de dignité, de non-discrimination, etc. Donc en fait, c'est des moyens d'agir aussi, c'est moyens d'avoir une approche critique de la façon dont ça va être fait. Et par l'approche contraignante, on va poser un peu un référentiel qui va venir contraindre l'ensemble des branches du droit et des politiques publiques qui sont relatifs au système alimentaire. Donc, ça vient contraindre le fait que des semences au foncier, au marketing, aux distributions, aux droits des marques, je ne sais pas quoi, tout devrait concourir à l'objectif et durabilité et d'un accès à l'alimentation, qui sont aujourd'hui des objectifs qui ne sont pas dans le droit. Puisque dans le droit, les objectifs principaux, c'est au niveau européen, le libre-échange et les enjeux sanitaires. Mais il n'y a pas d'approche contraignante sur des enjeux autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu sur le droit A, droit de l'alimentation. C'était une de vos questions. Droit de l'alimentation, c'est le droit qui s'applique pour les systèmes alimentaires, qui aujourd'hui n'a aucune cohérence d'ensemble. Vous voyez, on a le droit du commerce, le droit de la propriété, le droit civil, je ne sais pas, qui va s'appliquer sur des objets autour de l'objet alimentaire, agroalimentaire. Mais on n'a pas de cohérence d'ensemble, un peu de ce droit, de le penser de façon cohérente en disant pour tout le droit qui s'applique au système alimentaire, en fait, quels grands objectifs on va lui donner de pyramide des normes ou de mettre les droits fondamentaux au sommet pour venir ensuite questionner l'application de l'ensemble des mesures au regard de ces objectifs et pouvoir arbitrer au regard de ces objectifs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le droit. Et c'est un peu tout l'enjeu, et c'était vraiment l'objectif du colloque qu'on avait fait il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. Et il y a une résolution, oui, ça, je vais vous en parler de ça, mais de se dire, en fait, de façon prospective, aujourd'hui, il y a un outil qu'on n'a pas essayé encore, et qui pourrait être un outil un peu de transformation de nos systèmes alimentaires et de contraindre les acteurs au regard de ces objectifs. Avec tout en parallèle, tout ce qui peut se développer autour du droit à un environnement sain et des différents recours au regard de ce droit. On se dit qu'il y aurait des recours qu'on pourrait faire aussi au regard du droit à l'alimentation et d'organiser en fait tout le colloque, c'était de penser une loi cadre, vous voyez, de quelque chose. Donc c'est un peu ces réflexions un peu prospectives qui sont mises. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu. Pour autant, les textes internationaux, il y a des recours en France qui se sont faits sur le droit à l'alimentation, donc ça montre qu'on peut quand même le revendiquer en justice. Mais pour l'instant, son interprétation est hyper limitée. C'est uniquement le retrait, pratiquement tout, c'est sur de la jurisprudence de personnes qui sont reconduites aux frontières dans une obligation de quitter le territoire, ils ne sont pas nourris pendant leur garde à vue pendant ce temps de reconduite aux frontières. Donc la jurisprudence sur le droit à l'alimentation aujourd'hui en France, c'est de savoir comment nourrir ces personnes pendant qu'elles sont reconduites aux frontières. Oui, on est très très loin de tout ce que l'on vient de porter, mais ça montre bien que c'est aussi un des champs d'application. Il y a un vrai enjeu de faire bouger le droit en fait, et que le droit reconnaisse ces enjeux, et que le droit intègre. Donc là, le colloque au niveau de l'Assemblée nationale, c'était au niveau du droit des lois et des règlements, mais au niveau de la jurisprudence, il y aurait vraiment un truc très important qui pourrait être poussé aussi, et pour l'instant, ce n'est pas saisi du tout sous cet angle-là. Ensuite, au-delà du droit, nous avons questionné nos invités sur l'existence d'autres leviers à mobiliser pour lutter contre la précarité alimentaire. Des solutions multiscalaires différentes sont proposées par les 2 invités. On va encore avoir 5-10 ans compliqués, et puis ça va revenir après. Pourquoi 5-10 ans 5-10 ans, le temps que il y a une certaine tranche d'âge d'agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne soient pas suffisamment remplacés. Donc il va y avoir encore une diminution du nombre d'agriculteurs qui est déjà passé de je crois 1,5 million dans les années 80 à 400 000 aujourd'hui. Donc voilà, ça continue. Il n'y a aucune politique pour enrayer ça, donc ça risque pas de changer.
Et vu que le temps qu'une politique se mette vraiment en place et qu'elle ait des effets, il faut au moins entre 5 à 10 ans. Ce genre de choses, il n'y a pas de temps qui est important. Donc on a encore au moins entre 5 à 10 ans. Et après, c'est aussi un pas de temps sur l'évolution de la géopolitique et la prise de conscience des travers dans les effets de la logistique internationale due au commerce mondial, de la façon dont il est organisé, qui crée, et accentué par les problèmes climatiques, on l'abordera plus tard, mais comme il y a des spécialisations de zones de la planète sur certaines productions, on va dire 80% va être produite par tel endroit. Dès qu'il y a un problème climatique ou autre, ou un problème logistique, il y a une période de pénurie. Et du coup, tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience des consommateurs de la fragilité de ce système-là, il n'y aura pas de changement de consommation, donc pas de changement. S'il n'y a pas de changement de la demande, c'est difficile de changer l'offre. Le changement, il vient plutôt d'en bas. Ça dépend lequel changement. Comme je dis, la prise de conscience politique, elle vient d'une situation qui est devenue trop compliquée, qui est devenue intenable, et donc à partir de ce moment-là, on va dire que on pourrait dire ça. Les partis de gouvernement, tels que portés par la sphère médiatique, les partis de gouvernement prennent conscience des choses à partir du moment où ils n'ont plus le choix. En tout cas, ils vont faire, pour le monde agricole, ils ne feront des choses qu'à partir du moment où ils n'auront plus le choix. Mais je pense que il est important, en effet, qu'il y ait, du coup, venant de la base, donc plutôt un mouvement émergent d'une prise de conscience et d'une organisation différente, de façon à ce que ces réseaux existent déjà et puissent être ensuite un peu généralisés, ou en tout cas changer d'échelle au moment où ça deviendra nécessaire. Ouais. Il existe un grand nombre de réseaux qui se montent et qui sont, alors aujourd'hui, heureusement beaucoup tenus par des bénévoles. Donc il faut le voir aussi comme une réimplication citoyenne. C'est aussi ça la force du réseau des AMAP. C'est des citoyens qui, pas seulement qui veulent mieux manger, mais aussi qui veulent s'investir dans leur, comment on pourrait appeler ça, dans leur démarche d'alimentation. Et donc ils investissent aussi d'une certaine façon dans un modèle agricole. Et donc il y a des visites de ferme, ils viennent faire des chantiers pour planter des arbres, pour attraper les moutons, pour la tonte, pour des choses comme ça. Donc il y a une réimplication dans l'activité de production rurale. Donc voilà, ces réseaux-là, alors ça existe via les AMAP, mais il y a différentes centrales d'achat. Il y a des façons de faire de la vente directe détournée un petit peu, comme les drives fermiers qu'on peut avoir sur le département. Je sais que la Confédération paysanne a mis en place également une méthode de commercialisation qui s'appelle le drive paysan, si je ne me trompe pas, où il y a une espèce de plateforme d'achat où les gens font leurs commandes. Et après, les agriculteurs s'organisent un peu comme la ruche Kudiwi pour centraliser les produits, faire des paniers, et puis après dispatcher les paniers dans les points de livraison. Donc voilà, ce genre de choses-là, là c'est de l'auto-organisation paysanne, mais il y a plein de choses comme ça qui existent. Après, ce qui pourrait être un levier intéressant sur la transition vers des systèmes, on va dire, moins impactants, ou un peu plus agroécologiques, ça pourrait être la sécurité sociale alimentaire. Je sais qu'il y a des expérimentations sur le Toulouse. Et voilà, de se dire, on va chacun mettre en place une cotisation de façon à répartir un volume financier qu'ils vont pouvoir utiliser à destination d'une agriculture plus respectueuse ou autre. C'est un levier d'action, concrètement, via le consommateur, avec on va dire une population qui fait le choix de favoriser une agriculture plus vertueuse. Je ne veux pas dire plus durable parce que la durabilité c'est trop galvaudé aujourd'hui, mais plus vertueuse. Et de se dire
ça va à la fois favoriser l'agriculture paysanne et permettre l'accessibilité au plus grand nombre, puisqu'il y a une espèce de péréquation financière. Donc voilà, ce genre de système-là, il me semble intéressant à creuser. Il n'est pas suffisamment développé aujourd'hui, mais voilà, mais encore une fois, c'est des mobilisations citoyennes, c'est ce que je disais. Il faut qu'il y ait des signaux faibles, pour utiliser des termes de prospective, des signaux faibles d'organisation ou d'auto-organisation, de façon à ce que quand le système un peu global va péricliter ou montrer des signes de fragilité, comme en période Covid ou autre, ces réseaux-là, ils seront déjà présents et ils ne demanderont qu'à être généralisés ou renforcés de façon à bénéficier au plus grand nombre. Est-ce que vous pensez que, on a parlé plusieurs fois de l'État, est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle de l'État d'intervenir et de faire en sorte que les plus précaires aient accès à une alimentation vertueuse, issue de l'agriculture vertueuse ou durable? Alors, étant engagé à la Confédération paysanne, ça serait un peu délicat de vous dire non. Puisque c'est un syndicat qui milite pour la répartition des richesses. Et donc, il me semble que c'est un peu en lien avec votre question. Après, moi, je pense que ça devrait être le rôle de l'État. J'ai pas l'impression que ça soit beaucoup aujourd'hui. Au vu de l'évolution, de la concentration des capitaux sur ces 30 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette péréquation, même si on est un pays où le peu de système de péréquation qui existe permet de baisser l'échelle des inégalités entre les plus riches et les moins riches, on va dire. Alors ce qui est un peu délicat, c'est que je pense qu'il y a un rôle des pouvoirs publics qui devrait être plus important, mais je ne sais pas si l'échelle nationale est vraiment l'échelle la plus pertinente comme levier pour orienter ces questions-là. Je dis ça parce qu'il y a, je pense, énormément de spécificités territoriales, que ce soit dans les productions ou dans les organisations, et que je le vois également dans les modèles agricoles, l'application de grands principes sur toutes les diversités qui peut exister a une tendance à normaliser et en fait à créer des nouvelles disparités, des nouveaux problèmes, et donc avoir des décisions trop distanciées et parfois plus nuisibles que bénéfiques. Il y a des vagues de décentralisation qui avaient été lancées, mais du coup il y avait un pouvoir plus important qui était donné aux régions, notamment par rapport à ça, qui me semble une échelle intéressante sur l'aspect économique, parce que c'est aussi des échelons où parfois les moyens financiers permettent d'impulser des choses intéressantes. Après, l'échelle départementale, pour moi, est encore plus pertinente parce que quand on commence à travailler sur des bassins de production, de se dire que on va créer des filières avec des outils logistiques pour transformer certains produits qui ont besoin de transformation ou de conditionnement. Et donc il faut une masse critique de façon à mettre en place ces outils. Et puis les rendre disponibles pour le consommateur, donc il faut un bassin de consommation derrière. L'échelle régionale est trop importante et c'est à l'échelle départementale ou infra-départementale que ça va plus se jouer. D'autant plus que sur certains départements comme la Haute-Garonne, en fait, on se retrouve grâce à la métropole toulousaine à avoir une énorme capacité de consommation et donc la possibilité d'organiser autour vraiment un réseau à la fois de production et d'infrastructures de transformation, de conditionnement, acheminement, qui peuvent bénéficier ensuite à l'ensemble des zones du reste du département. Et puis le nombre de personnes, malgré la pression démographique que ça peut représenter, fait que ça crée énormément de richesse sur le territoire et on se retrouve avec un département qui est à peine moitié moins riche que la région. Je sais plus,
le budget du département de la Haute-Garonne, c'est la moitié du budget de toute l'Occitanie, quoi, de la région Occitanie. Donc quand on parle levier financier, au final, la Haute-Garonne en a presque plus que la région par rapport à ça. Mais la région, c'est devenu le canal de transition des fonds européens, en tout cas d'une grande partie, et donc notamment dans les choix, les orientations que les régions peuvent donner à la politique agricole commune. Alors, ça, c'est un levier intéressant que n'a pas les départements. Vous avez parlé de la sécurité sociale alimentaire. C'est un exemple de ce que pourrait mettre en place l'État, ou le département ou la commune. Est-ce que vous avez d'autres idées de ce que pourrait faire la région, ou le département, ou les instances publiques pour changer les choses? Il y a aussi les PAT qui ont été mis en place. Ouais, il y a des PAT qui sont mis en place. Il y a aussi des plateformes comme AgriLocal en Haute-Garonne, qui est en fait l'idée, c'est de mettre en place une plateforme pour connecter les structures de gros ou de semi-gros, type collectivité locale, par exemple, cantine scolaire ou autre, enfin de centrales de cuisine qui vont ensuite dispatcher sur différentes groupes scolaires, et les producteurs, donc ils vont dire bon ben voilà, nous on cherche je sais pas, une cuisine centrale qui cherche tant de kilos de pommes de terre, tant de côtelettes d'agneau, etc. Et comme ça permet aux consommateurs aux producteurs de s'organiser de façon à répondre à une demande en direct et sans passer par des industriels, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Alors je sais pas si c'est une question de culture ou si c'est une question d'effort que ça demande ou de structuration de filière. Mais pour l'instant, je crois comprendre que c'est assez compliqué et ça n'arrive pas à avoir l'engouement que ça voudrait ou que ça pourrait avoir. C'est intéressant le côté éducation. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être pas inclure des cours, peut-être pas de nutrition, mais dès l'enfance en fait dans les écoles? En effet, pour moi, le levier générationnel d'éduquer, entre guillemets, de sensibiliser du moins, les enfants, c'est important. Après, ça a toujours les limites de la précarité financière et qui fait que, voilà, comme on dit, les campagnes 5 fruits et légumes, déjà, parce que c'était une simplification, alors qu'en fait c'était, il me semble que la vraie recommandation de l'ANSES à l'époque, c'était 20 fruits et légumes différents par semaine, et pas 5 fruits et légumes par jour. Et ça crée de la précarité, en plus de la pression de précarité sur les parents, quand les enfants, on leur rabâche ça à la télé ou à l'école, et qu'ils arrivent à la maison, et qu'en fait, ils n'y ont pas accès. La cantine scolaire gratuite, en fait, avec des repas qui seraient plus proches de ce que devrait être qui permet la transition vers un système alimentaire plus supportable. Je disais peut-être moins de viande, plus de protéines végétales. Alors évidemment, pas du jour au lendemain de se dire ils vont avoir de la viande rouge qu'une fois par semaine, mais c'est d'amener à une transition de façon à ce que le système de consommation il entraîne à une transition du système de production en parallèle. Comment on pourrait financer ça, notamment à travers une surtaxe sur le degré de transformation des produits. Je sais qu'en ce moment, il y a les industriels, les producteurs de soda qui râlent parce qu'ils veulent faire au secours, on veut mettre une taxe sur les produits qui ont trop de sucre, quoi. C'est une grande blague. Quoi? Comment ça? On veut nous taxer parce on rend malade les gens? On ne comprend pas. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que... on a parlé des différents niveaux national, régional et départemental, et un peu plus local, mais qu'est-ce que vous pensez du niveau européen? Est-ce que pour vous, ce serait un levier d'action aussi pour forcer les États à changer de système ou... Alors, c'est une très bonne question. Le problème du niveau européen, c'est que le principal syndicat qui oriente les politiques agricoles, c'est la COPA-COGECA,
Donc en fait c'est la FNSEA et ses équivalents. Un des autres problèmes, c'est que dans les autres pays, il me semble que l'agriculture est être encore moins protégée qu'en France. Et on se retrouve sur des échelles d'exploitation de milliers d'hectares. Donc voilà. Certains pays, notamment les pays de l'Est, qui ont été industrialisés, enfin, où l'agriculture a été industrialisée vraiment avec beaucoup plus de violence qu'en France. On se retrouve à des échelles qui sont tout autres. En plus, en France, on a tendance à surnormaliser le niveau de la norme européenne. Donc à partir du moment où la France, le niveau européen met une réglementation, la France va en mettre 2 de plus pour dire qu'on en fait toujours plus et en fait complexifier en faisant croire que c'est pour protéger notre marché qu'on va normaliser encore plus, mais en fait on importe des produits qui viennent faire concurrence aux produits français qui eux n'ont pas à respecter les normes. On fait croire à des clauses miroirs, mais en fait les clauses miroirs sont jamais appliquées parce que soit elles sont inapplicables, soit elles sont faites pour pas être applicables. Donc c'est pour faire taire les paysans, mais en fait il n'y en a pas. Les clauses miroirs, c'est... Est-ce que vous pouvez développer? Les clauses miroirs, c'est le fait que, par exemple, une norme environnementale sur le fait de ne pas utiliser un pesticide parce qu'il est interdit en France, eh ben, je produis du maïs sans glyphosate, par exemple. Eh ben, un maïs, je sais pas, brésilien, peut pas entrer sur le sol français parce que lui, il est produit avec du glyphosate. Donc, vont venir en concurrence sur le marché français que des produits qui respectent les mêmes normes, le même niveau de normes. Voilà, alors, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, ça ne marche pas. Donc, les accords sont complètement caducs. Les accords de libre-échange sont absolument caducs et complètement au détriment des agriculteurs. Mais... non, mais donc ça montre bien. Alors, on est bien d'accord que la sécurité sociale de l'alimentation et toutes les expérimentations, c'est un dispositif politique qui permettrait de concrétiser certains pans, mais ce n'est pas le même objet. On est d'accord, hein, c'est comme il y en a d'autres qui parlaient de territoire zéro faim. Ça permet vraiment d'avancer et de faire bouger et des expérimentations et des façons politiques de prendre ce sujet et de revenir ou d'expérimenter des manières de répondre de vulnérabilité des producteurs qui ne s'en sortent pas, des producteurs qui ne sont pas soutenus au niveau des politiques nationales européennes sur le mode de production, si on va sur une production un peu agroécologique, et des consommateurs les plus pauvres qui n'accèdent pas non plus à ces productions. Et l'enjeu démocratique de politiser cet enjeu et de le poser un peu sur les territoires. On est d'accord que c'est un peu tout ce qui joue autour de la sécurité sociale de l'alimentation et de leur expérimentation. Mais ça, on est d'accord aussi que c'est un dispositif politique qui permet de tester une concrétisation un peu des objets du droit à l'alimentation, mais qui ne recouvre pas tout son champ d'application et qui n'agit pas sur le plan des normes, qui n'agit pas non plus. Donc, c'est complémentaire, mais on ne peut pas le dire que le droit à l'alimentation se concrétise uniquement par la sécurité sociale de l'alimentation, ni que la sécurité sociale de l'alimentation, c'est le droit à l'alimentation. On est d'accord là-dessus. Mais qui montre bien, on est d'accord qu'il y a quand même un contexte politique qui bouge, où il y a une vraie... en fait, c'est déjà énorme qu'on ait pu parler de la sécurité sociale de l'alimentation au sein de l'hémicycle, déjà. La France semble-t-elle se diriger vers l'intégration d'un droit à l'alimentation? C'est ce que je vous disais, en fait, il y a un vrai contexte. En tout cas, qui permet de le porter. Il y a 5 ans, vraiment, aucun acteur ne s'intéressait à ce droit. Là, maintenant, il y a tout le collectif Nourrir, le collectif Réseau Action Climat aussi, qui était présent au colloque, qui commence à s'emparer de ces enjeux aussi. Autour du colloque, il y avait aussi un enjeu de dire comment les plaidoyers des organisations aussi puissent se fonder sur l'approche par les droits humains pour pouvoir développer leur plaidoyer. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est mobilisé. Si vous regardez un peu le droit à l'alimentation, la façon dont c'est mobilisé aujourd'hui, c'est comme un grand principe ou un objectif quand c'est mobilisé et c'est assimilé à la sécurité sociale de l'alimentation. Je caricature peut-être un peu, mais vous verrez, c'est vraiment beaucoup ça. Dans la presse, c'est que ça. Donc, en fait, il y a un biais d'interprétation jusqu'à présent.
Et si on veut aller jusqu'à les leviers, en tout cas c'est vraiment moi ce que j'ai travaillé et ce que j'essaie de continuer de porter, il y a des leviers juridiques fondés sur les droits humains qui n'ont pas été activés aujourd'hui. Et c'est de se dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont suffisants, ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui doivent être faits, mais en fait c'en est un qui pour l'instant, on a un moyen en fait d'évolution qui pour l'instant n'est pas du tout activé. Et c'est d'essayer de le faire, et encore plus avec le contexte politique aujourd'hui, dire si on arrive à un peu renforcer les institutions, l'état de droit et le contrôle des politiques au regard de ces droits humains, on en a besoin aussi de voir ce qu'on peut tirer par là aussi, quoi. C'est déjà la fin de cet épisode, et on espère sincèrement qu'il vous a éclairé et qu'il a suscité une réflexion sur la précarité alimentaire. Notre but n'était pas de vous apporter une vérité absolue, mais plutôt de partager des perspectives et de vous encourager à creuser le sujet. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles en description, ainsi que notre dossier complet sur cette thématique. Merci infiniment de votre écoute et à très bientôt.